Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo Monaco 2013-2020. Cette fois-ci, on va s'occuper des cas des milieux défensifs et récupérateurs. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi le petit jeu que j'avais lancé sur Twitter la semaine dernière, il consistait à choisir 23 joueurs, hein, donc un groupe de 23 avec chaque poste doublé plus 3 gardiens, sur la période 2013 à 2020 de l'AS Monaco, donc la période de la remontée en Ligue 1 et de l'ère russe. On a déjà fait les postes de gardiens, de défenseurs centraux et des latéraux. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez revoir les résultats. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est les milieux, la charnière du milieu, les deux joueurs assez importants, surtout dans le 4-4-2, ceux qui nous ont fait gagner un titre surtout. Voilà, donc on va pouvoir regarder tout ça, voir les résultats que vous avez pu donner sur ces joueurs-là. Pour rappel, du coup, on avait 27 joueurs qui avaient joué au moins un match sur ces postes. Bien sûr, on va pas revoir les 27 joueurs parce que de toute façon, la majorité n'ont même pas eu un seul choix d'être titulaire ou remplaçant. Donc, on va pouvoir passer très très vite sur ces joueurs-là et se contenter plus sur une dizaine de joueurs sur lesquels vous avez voté et réparti vos votes. D'abord, je vais remercier du coup de cas les plus de 400 personnes qui ont voté pour faire ce choix. Donc, c'était bien sûr de choisir 2 titulaires et 2 remplaçants parmi les 10 des 27 joueurs. Donc parmi les joueurs de lesquels on ne parlera pas dans cette vidéo, donc voilà la liste assez longue de 17 noms. On peut juste ressortir 2 noms de cette liste en fait, c'est Maïté et Chouameni, c'est les 2 seuls joueurs qui ont eu un vote de remplaçant dans les compositions. Tous les autres joueurs qui sont dans cette liste n'ont pas eu de vote, ce qui peut paraître logique quand on voit en fait par rapport au milieu défensif récupérateur qu'on a pu avoir au club. On a des très très hauts niveaux et forcément les places de titulaires remplaçants se concentrent sur les mêmes joueurs et donc ça laisse vraiment pas de place pour aller intégrer un petit jeune qu'on aime bien ou un joueur qui a du potentiel. Voilà, on a eu tellement de très bons joueurs que forcément ça limite et que les votes sont très très resserrés sur une dizaine de joueurs. Et encore qu'on va pouvoir le voir, les joueurs qui sont un peu au-dessus, c'est des miettes qu'ils ont eu. Le premier du coup, c'est Adrien Silva, donc le joueur qui nous a été prêté pendant 2 saisons par Leicester. Une demi-saison d'abord, ce qui est arrivé en janvier 2019 et est reparti du coup au mercato d'été, de cet été. Ce qui lui a permis quand même de jouer une quarantaine de matchs, ce qui est pas mal, en à peine une saison complète, on va dire, parce que du coup il a fait une demi-saison, puis après une année de Covid avec seulement 28 matchs possibles en Ligue 1, donc c'est quand même pas mal, beaucoup de matchs de son côté. On notera dans ses stats, donc pas de but, bon, de toute façon il a rarement frappé, parce qu'il jouait assez bas sur le terrain, et 2 petites passes décisives. Ce qu'on peut dire sur ce joueur donc, qui a un peu moins d'1% de vote dans les remplaçants, surtout, 0 en titulaire. C'est un joueur qui malheureusement est arrivé pour jouer à un mauvais poste. Bon, on l'a fait beaucoup jouer en 6 alors que ce n'est pas son poste. Pour moi, il doit jouer un peu plus haut. Voilà, on cherchait absolument un remplaçant à Fabinho qui était parti il y a quelques temps plus tôt. On a essayé plusieurs joueurs et dont lui, en le faisant jouer assez bas sur la défense, sur le milieu, juste devant la défense justement. Et pour moi, c'était pas son poste, donc il était assez mal utilisé, ce qui fait que voilà, on l'a pas conservé. On pourrait aussi regretter le fait de ne pas avoir levé l'option d'achat ou essayer de le recruter et de le laisser repartir en prêt, d'attendre plus d'un mois du début de la saison pour le re-signer en prêt à la fin du mercato l'été dernier. C'était assez triste. On aurait pu même prolonger son prêt, si possible, assez rapidement et l'avoir à disposition et pas rater tout le mois d'août et faire ce départ catastrophique qu'on a fait. Ça aurait été une bonne chose d'avoir déjà un joueur qui connaissait en plus bien l'équipe et l'environnement et qui serait très très vite intégré. Voilà, ça n'a pas été le cas parce que je pense que le dirigeant visait clairement d'autres joueurs et ne voyant qu'ils ne les avaient pas eus, se sont rabattus sur ce joueur. Voilà. Juste au-dessus de lui, on va retrouver un joueur avec un peu plus de votes, un joueur qui est aussi dans l'effectif actuellement, donc qui est Fofana. Fofana qui est arrivé lui aussi en janvier. Vous allez voir, c'est un peu une thématique sur les joueurs de ces postes-là. C'est je suis arrivé en janvier. Beaucoup de choix de mercato d'intersaison. Donc Fofana est arrivé en janvier l'année dernière depuis Strasbourg, comme une somme de 15 millions d'euros. Ce qui est normal, c'est un très jeune joueur de 20 ans, pas beaucoup de matchs certes en Ligue 1, mais un fort potentiel qu'il a déjà démontré à Monaco sur plusieurs matchs. Pour l'instant, il y a du coup que 21 matchs, ça fait qu'un an qu'il est au club et que l'année dernière avec le Covid, il n'a pas non plus pu faire beaucoup de matchs. Toujours pas de but, pourtant une bonne frappe et du coup bon, a tendance un peu à frapper au-dessus quand même, c'est rarement cadré, mais il a une très bonne frappe et on attend toujours son premier but sous notre maillot.
On pourra noter quand même 3 passes décisives déjà réalisées. Voilà, un très bon joueur qui a un fort potentiel, sur lequel on mise beaucoup à l'AS Monaco, et tant mieux, parce que moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. On remonte dessus, un joueur du coup qui a un avis beaucoup mitigé chez les supporters, donc qui est Yuri Tielemans, le Belge qui est arrivé depuis Anderlecht en 2017 pour une somme très importante de 18 millions d'euros, un joueur sur lequel le club a beaucoup misé et pensé surtout faire une grosse plus-value, bon, ce qui a été le cas, hein, parce que du coup il repart en 2019 à Leicester pour 45 millions d'euros après avoir été prêté la saison avant. Euh, je pense que le club cherchait vraiment à avoir un très très bon joueur au milieu de terrain et miser sur un joueur qui puisse rester quelques saisons au club et démontrer les mêmes choses qu'il avait fait dans son club avant en Belgique, Anderlecht. Malheureusement, c'est très très loin d'être le cas. Comme on peut le voir, il joue 2 saisons complètes, 64 matchs, donc vraiment beaucoup de matchs. Hein. Il a été très utilisé, et pourtant ses stats sont vraiment assez faibles. 6 buts seulement, 3 passes décisives, c'est très très peu. Ça fait qu'il est décisif tous les 7 matchs, et quand on regarde ses stats avant, il est décisif tous les 3 matchs en Belgique. Et même maintenant, depuis qu'il est en Angleterre, il est décisif tous les quasiment 3 matchs aussi. Donc c'est vraiment un problème à Monaco, donc avec le système de jeu, avec les partenaires qu'il a pu avoir, une mauvaise intégration. Voilà, pourtant il a eu plusieurs coachs et donc plusieurs possibilités de s'acclimater. Malheureusement, ça n'a jamais fonctionné, et je pense que on peut être content déjà de l'avoir revendu 45 millions et d'avoir fait une belle plus-value, d'avoir pu du coup investir l'argent sur d'autres joueurs à sa place. Parce que, a priori, je pense que même si on avait persisté, ça n'aurait toujours pas marché, malheureusement. Pour un joueur qu'on a, à mon avis, pas lui non plus utilisé à son bon poste. Voilà. Ce qu'on pourrait regretter surtout, c'est qu'on a vu qu'il avait une très très belle frappe de loin, et une très belle vision du jeu avec de très très belles passes en profondeur en tout cas, et ça on ne l'a jamais retrouvé à l'AS Monaco, vraiment très très rarement, ce qui est assez dommage, je peux trouver. Donc voilà, 4% d'entre vous l'ont quand même choisi comme remplaçant, et un petit pourcent comme titulaire. Il y a quand même pas mal de votes, parce que bon, comme vous allez le voir, les premiers ont laissé que des miettes, donc il en a récupéré quand même pas mal. Juste au-dessus de lui, du coup, on retrouve un joueur avec les mêmes statistiques, du coup 4% de choix dans les remplaçants, dans les groupes, et 1% en tant que titulaire quand même. Bon là, c'est un peu plus étrange pour un joueur comme Obadi. Donc Obadi, un joueur qui est recruté en janvier aussi, de 3 pour 1,2 million d'euros. On est à ce moment-là en Ligue 2. Ranieri voit le joueur évoluer à 3 contre Monaco et trouve que ce serait une très belle recrue pour son milieu de terrain et demande au club du coup de le recruter. Il arrivera donc en janvier, fera une très belle demi-saison. On se posera la question de son utilité lors de la montée face à une concurrence très rude et avec des milieux internationaux face à lui. Et pourtant, il fera une très bonne saison de Ligue 1 avec pas mal de matchs. On peut le voir du coup 34 matchs à l'AS Monaco sur une saison et demie. D'ailleurs, il y a une petite erreur parce que du coup, c'est 2 saisons qui. Non, il n'y a qu'une saison bien sûr en 2013-2020, mais il a fait 2 saisons à l'AS Monaco. Donc il n'y a pas d'erreur. C'est moi qui dis des bêtises. Donc oui, une très belle saison en Ligue 1 où il arrive quand même à prendre du temps de jeu face au milieu de terrain qu'on pouvait avoir assez imposant et à faire. En plus, on fait une très belle saison, hein, parce qu'on concurrence directement le PSG cette année-là en faisant une saison à plus de 90 points qui est vraiment très 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 bonne. Et du coup, il aidera à faire que cette saison soit très bonne aussi. Du coup, 3 buts et 2 passes décisives sur cette saison-là. Notez son magnifique but contre Lyon, une super reprise de volée à la sortie d'un ballon boxé des points par le gardien lyonnais. Vraiment très 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 beau but qu'on gardera à mon avis tous en mémoire de lui. Voilà, notez du coup qu'il est parti libre à Lille en 2015, mais il avait été prêté en Italie la saison d'avant. Donc même s'il est resté encore 2 ans sous contrat à l'AS Monaco sur la période 2013-2014, voilà, il n'y a qu'une année qui compte vraiment dans ses statistiques. Ensuite, on retrouve un joueur qui a beaucoup plus de présence dans vos groupes. Là, du coup, il y a un petit décalage qui se fait maintenant sur les 2 joueurs qui ne vont pas être sélectionnés, mais qui ont beaucoup de votes. Donc Fabregas, 4% titulaire quand même, et 22% d'entre vous l'ont choisi dans le groupe, donc majoritairement comme remplaçant. Donc l'international espagnol, champion du monde bien sûr, avec 110 sélections, aucune sous le maillot monégasque, il avait déjà pris sa retraite. Arrive du coup en janvier, pour changer, janvier 2019 depuis Chelsea, pour une somme qui est de 9 millions. Alors moi j'avais souvenir qu'il arrivait libre et c'était à lui qu'on versait l'argent, mais en tout cas le site allemand annonce 9 millions de transferts. Donc voilà, une belle somme investie quand même sur un joueur qui avait déjà 30 ans quand il arrive à l'AS Monaco.
Donc 3 saisons qui joue déjà sous notre maillot, que 47 matchs, donc c'est assez faible. Quand on regarde cette saison, c'est déjà 2 blessures différentes. La saison d'avant, c'était une blessure, plus une période de 3 matchs de suspension pour sa semelle qu'il avait mis lors du match d'ouverture contre Lyon. Et lors de son arrivée en 2019, c'est aussi 2 blessures différentes. Donc voilà, ça fait beaucoup de blessures sur un joueur, ce qui fait qu'il si on compte en plus la remise en forme et tout, et que le fait qu'il passe d'abord par le banc avant d'être titulaire, voilà, c'est beaucoup de matchs ratés pour un joueur qui est quand même un très haut niveau, une très belle vision du jeu. Un problème de placement sur le terrain aussi, on a toujours du mal à savoir s'il faut le faire jouer en 10, le faire jouer en 8, ça paraît compliqué. Dans un milieu à 2 aussi, parce qu'on voit du coup que physiquement c'est assez dur pour lui d'arriver à tenir sur une simple doublette, donc c'est souvent dans un milieu à 3 qu'il a été utilisé. On a pu le voir cette saison que devant la défense était très très bien en début de saison avant qu'il soit mis de côté par Kovac puis après blessé, donc on n'a pas pu le revoir. Donc assez dommage. Donc au niveau des stats aussi, c'est assez faible pour un joueur du coup qui est quand même un très très bon passeur habituellement. 2 buts qui marque du coup contre Toulouse et son penalty contre le PSG cette saison, et donc 5 passes décisives, ce qui est loin d'être extraordinaire. Voilà, et donc du coup on arrive sur le joueur que vous n'avez pas sélectionné, qui est juste avant la sélection, et qui arrive quand même avec 38% de présence dans vos groupes, majoritairement remplacement lui aussi, mais 5% le mettre titulaire quand même, ce qui est quand même pas mal, hein, sur quasiment 400 votes. Ça représente quand même pas mal de personnes qui le mettent titulaire et qui trouvent qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain. Bon, on va voir les joueurs qui sont au-dessus de lui, ça paraît quand même un peu étrange. À mon sens, surtout que moi, il ne m'a pas énormément marqué comme son passage à l'AS Monaco. Donc Kodobia, qu'on recrute pour 20 millions quand même à Séville l'année de la remontée en Ligue 1. On avait ici une grosse somme sur lui directement, somme qu'on retrouvera largement aussi 2 saisons plus tard en le revendant à l'Inter de Milan pour 36 millions d'euros. Donc encore là aussi une belle plus-value qui est faite sur un joueur. 64 matchs à l'AS Monaco, c'est 8 matchs de Ligue des Champions, donc sur la saison 2014-2015, sur le très bon parcours qu'on fera. On pourra noter du coup sur les 3 buts qu'il a inscrits, ce magnifique but qu'il a inscrit du coup à Arsenal, une frappe très très lointaine que personnellement je voyais absolument pas rentrer, pourtant qu'il redescend bien. Magnifique but. Voilà, un joueur qui a eu un peu du mal, à mon avis, à s'imposer à l'AS Monaco, où il n'était pas forcément un titulaire indiscutable, souvent remplaçant, souvent utilisé parce que du coup il y avait des blessures sur ce poste-là. De toute façon, après, Fabien Bidio est arrivé au milieu de terrain et donc du coup il a laissé encore moins d'opportunités d'être titulaire. Pour moi, le vendre 36 millions, c'était vraiment très très bien vendu. On a pu voir de toute façon par la suite de sa carrière que c'est loin d'être extraordinaire. À noter du coup, c'est un joueur du coup qui a 5 sélections en équipe de France, dont 4 sous le maillot monégasque. Il n'y a que la première qu'il avait eu juste avant d'arriver chez nous. Voilà, on a rendu ce joueur international, mais du coup, il n'y est pas revenu en équipe de France. En tout cas, il n'a pas joué de match pour l'équipe de France. Voilà, donc en tout cas, beaucoup de votes sur lui. En tout cas, a priori, il a plus marqué que moi. Maintenant, on arrive du coup sur les 4 derniers joueurs, donc vous vous doutez de qui ils sont, mais maintenant, à savoir qui est-ce qui va être le milieu titulaire et qui vont être les 2 remplaçants. Le premier joueur, en tout cas, on se doutait que ce serait un remplaçant qui n'irait pas sur la bataille pour le poste de titulaire, parce qu'on sait très bien qu'il y a 3 gros joueurs au milieu de terrain, champions de France, qui sont déjà battus cette année-là pour être les 2 titulaires. Mais derrière eux, on retrouve l'inévitable Toulalan, donc 3 saisons à l'AS Monaco, 3 très belles saisons. Toulalan, du coup, qui arrive en 2013, lui aussi, comme Condobia, lui de Malaga, donc Espagne aussi, pour une somme de 5 millions d'euros. Il repartira 3 saisons plus tard libre pour signer à Bordeaux. Donc, c'est un joueur qu'on signe qui a déjà 30 ans, mais qui a énormément d'expérience et qui nous fera un bien fou au milieu de terrain. Avant de plus tard un peu plus de reculer au poste de défenseur central. Donc il y a 113 matchs à l'AS Monaco, une quinzaine en tant que défenseur central. Donc c'est pour ça qu'il a bien été mis sur les milieux de terrain, parce que c'est vraiment là en plus où il a rayonné. En défense centrale, c'était un peu plus compliqué. Moi, c'est un joueur que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, que j'aimais déjà beaucoup avant Monaco, et que j'étais agréablement surpris de voir débarquer à Monaco et de le voir évoluer. M'a fait beaucoup de plaisir. Comme vous pouvez le voir, il y a un maillot de lui derrière moi. C'est parce que j'étais vraiment très très fan de ce joueur et de son style de jeu. Voilà, après, au niveau statistique, c'est assez faible. Forcément, ce n'était pas son rôle. C'est un pur
numéro 6 qui jouait devant la défense. Donc du coup, un but qui marquera contre Reims en 2014, 4 passes décisives. C'est pas très important. Voilà, 17 matchs de Coupe d'Europe, principalement du coup lors de la saison 2014, avec le parcours qu'on fera jusqu'en demi-finale. À noter du coup aussi que c'est un joueur qui a été très très propre malgré son poste. C'est aucun carton rouge pendant toute sa période à l'AS Monaco et seulement 25 cartons jaunes, ce qui est assez faible pour quelqu'un qui joue 113 matchs à un poste de milieu défensif. Voilà, un joueur assez propre dans sa façon de jouer. À noter du coup, c'est aussi un international français de 36 sélections et que durant sa période monégasque, il a refusé de revenir en équipe de France suite du coup au problème qu'il peut y avoir sur la Coupe du Monde 2010. Là où Abidal lui a accepté d'y retourner, Toulalan a refusé. Je pense que c'est une bonne chose pour nous. Parce que du coup, on a vu qu'avec Abidal, ça avait été compliqué, que ça l'avait beaucoup fatigué, qu'il y a eu un avant et un après pour moi. Cet appel en équipe de France. Du coup, Toulalan a pu se concentrer uniquement sur sa saison de l'AS Monaco et nous faire une très très grande saison 2013-2014 et enchaîner aussi derrière. Il y a que peut-être la dernière saison où on a senti qu'il était plus fatigué, arrivant sur ses 33 ans, joueur défense centrale avec Carvalho, c'était aussi une défense un peu lente. Voilà. Mais en tout cas, un très très bon joueur pour moi, qui en tout cas, il faisait partie aussi de ma sélection dans les 4 milieux. Il faisait bien sûr partie et il était remplaçant. Maintenant, la question est de savoir qui va être titulaire à côté, bien sûr, d'inévitable Fabinho. On se doute toutes que c'est lui qui a eu tous vos votes, qui a tout de suite pris la première place de titulaire, mais qui a pu être le deuxième titulaire entre Fabinho et Bakayoko. Autant vous dire que j'ai suivi les résultats au fur et à mesure des votes et que ça a régulièrement changé, que l'écart s'est agrandi un peu sur la fin, mais pendant très très longtemps, ils ont été assez côte à côte et ont pris la place de titulaire. Là, l'écart s'est creusé et du coup un peu à ma surprise, je ne pensais pas, mais c'est pourtant Bakayoko qui est remplaçant, donc ce n'est pas lui qui est le titulaire. C'est le choix d'un tiers d'entre vous de le mettre titulaire à 33%. 85% le mettent du coup dans les 4. C'est étrange de voir que 85%. Moi, il méritait largement plus, que ça fait partie vraiment des meilleurs milieux de terrain qu'on a pu avoir sur cette période-là, même si son retour au club après était un peu moins bon. Donc pour rappeler, il arrive en 2014 depuis Rennes pour une somme de 8 millions d'euros. On le revendra en 2017 à Chelsea pour 40 millions d'euros. Là aussi une très grosse somme. Du coup, il fait partie il fait 18 matchs en Coupe d'Europe sur ses 115 matchs à l'AS Monaco. Il fera du coup les 2 grosses campagnes européennes avec nous. On se rappellera surtout de son but contre Manchester City qui nous qualifie. Magnifique but de la tête. Voilà, donc ça fait partie aussi des champions de France. Donc lui aussi intègre comme la majorité des champions de France titulaires, en tout cas de saison 2016-2017, votre groupe de 23 joueurs. Donc sur ses stats, c'est 6 buts et 3 passes décisives, pas énorme non plus, mais bon, voilà, ce n'est pas du tout son rôle. C'est un milieu qui jouait très bas, milieu plutôt box-to-box. Sur le terrain. Sur ces 3 saisons, la première, bon, il ne joue pas énormément, il est surtout remplaçant avant de venir s'imposer comme titulaire par la suite et de faire une saison extraordinaire du coup en 2016-2017. Pour moi, il avait atteint son sommet. Je ne le voyais pas progresser au-delà de ce qu'il avait pu faire sur cette saison-là. C'est pour ça que je trouvais que sa vente était très bonne à Chelsea. D'ailleurs, on a pu voir du coup qu'il n'a pas franchi le palier, il n'est pas allé plus haut que ça. Même à Chelsea, c'est seulement 43 matchs depuis. Parce que du coup, Chelsea a choisi de le prêter à plusieurs clubs, dont à nous, à Monaco, l'année dernière. Preuve que du coup, il a atteint, à mon avis, son niveau maximal. À noter que du coup, il est international français aussi. Il a une sélection qu'il a eue grâce à l'AS Monaco sur cette saison 2016-2017. Et depuis, il n'a pas eu de nouvelles chances de jouer sous le maillot tricolore. Et donc, juste au-dessus de lui, là où du coup Bakayoko avait 33% de place de titulaire, on retrouve du coup Moutinho avec 39%. Voilà, l'écart s'est creusé sur la centaine de derniers votes surtout. Le fan club de Moutinho a dû agir. 91% de présence dans les groupes. Là, par contre, du coup, c'est un pourcentage qui me convient beaucoup plus. C'est beaucoup plus logique de retrouver le milieu portugais autant présent dans vos groupes. 5 saisons passées à l'AS Monaco, c'est beaucoup. C'est 219 matchs. Là aussi, on parle donc du 3e joueur le plus utilisé sur la période 2013-2020. Derrière du coup le joueur qu'on va citer juste après, et Subadjic qui était le premier.
Au niveau des stats, c'est 12 buts, ce qui est pas mal pour un milieu du coup qui joue assez bas aussi sur le terrain. Mais surtout 38 passes décisives sur la période 2013-2020, c'est lui le meilleur passeur du club et surtout il en a 10 d'avance sur le deuxième, ce qui est énorme. Donc vraiment un joueur qui avait une très très belle vision de jeu, un joueur qu'on a recruté pour 25 millions en 2013 de Porto et qu'on a revendu une poignée de cacahuètes aux Wolves, donc moins de 6 millions d'euros, assez incompréhensible pour un joueur qui n'était pas si vieux que ça et qui avait largement le niveau pour continuer à jouer dans des grandes équipes. La preuve est qu'avec les Wolves, il est un très très bon joueur qui continue à être international portugais. Donc pour moi, il n'y avait pas de raison de le brader autant. Donc après, il va sûrement avoir des magouilles et des histoires d'ailleurs avec Mendes qu'on ne saura pas malheureusement. Mais c'est très regrettable parce que je pense que lui n'aurait pas été con de continuer l'aventure avec Monaco. Il nous aurait fait vraiment du bien au milieu de terrain comme il a pu le faire pendant toutes ces saisons-là. Donc après, je sais qu'il partage. Certains le trouvaient que c'était un joueur du coup qui jouait un peu trop sur l'arrière ou un peu trop latéralement et qui n'apportait pas assez le danger, qui ne faisait pas progresser l'équipe offensivement. Je pense que ces stats sont là aussi pour prouver un peu le contraire. On peut pas faire 38 passes décisives sans être un joueur qui a une bonne vision et qui souhaite que son équipe marque en tout cas. Voilà, notez du coup qu'il a été champion d'Europe avec le Portugal pendant sa période monégasque. Malheureusement pour nous, parce que du coup c'était contre l'équipe de France. En plus, il rentre en jeu et c'est lui qui délivre la passe décisive à Elder sur le but qui nous fera tant de mal. Voilà ce qu'on peut dire du coup pour notre champion de France aussi là, et du coup qui rejoint le 11 et rejoint les nombreux joueurs du 11 qui sont déjà champions de France aussi. Voilà, et bien sûr, on va finir par le joueur que vous avez le plus sélectionné, 99% de présence dans vos groupes. Bon, je pense que ceux qui l'ont pas choisi, c'est parce qu'ils savaient que forcément il allait y être et qu'ils souhaitaient rajouter des petits points sur d'autres joueurs. Idem pour les places de titulaires, que 98%. Je pense que les 2%, soit ils ont fait un mauvais clic, soit c'était vraiment pour donner des points à d'autres joueurs, parce que c'est impossible de ne pas mettre Fabinho titulaire sur la période 2013-2020. Je pense que c'est vraiment le joueur qui mérite le plus d'y être. Voilà, en tout cas, largement présent dans tous vos groupes. Donc 5 saisons chez nous, 233 matchs joués, ce qui en fait de lui le second joueur à avoir le plus joué sur cette période-là. Le premier étant Subasic, donc quasiment 18 000 minutes jouées sous maillot monégasque, c'est énorme aussi. Il fait partie des joueurs du club, sous toute l'histoire du club, à avoir joué le plus de matchs. 30 buts inscrits, c'est le deuxième meilleur buteur sur la période quand même. 30 buts, c'est beaucoup, surtout pour un milieu 6 qui est en plus latéral sur ses débuts. Bon, après, sur 30 buts, il y en a 22 sur penalty. Monsieur 100%, qu'on va l'appeler, qui n'est pas à 100%, hein, je le rappelle quand même qu'il en a raté un. Donc, sur 23 penalty tirés, il en a raté un contre Dortmund sur le match aller. Alors qu'il y a 0-0 et qu'il peut ouvrir le score, il rate ce penalty. Et donc, du coup, c'est que 22 inscrits sur 23, ce qui est extraordinaire. Un penalty raté, on lui pardonnera largement. De toute façon, le score était favorable pour nous sur ce match-là. Par la suite, 15 passes décisives, ça fait de lui aussi le 7e passeur sur cette période. Donc, vraiment très très présent sur toutes ces périodes, sur toutes les lignes de stats. Un joueur tellement important. 38 matchs en Coupe d'Europe. Il a participé lui aussi aux 2 campagnes européennes de l'AS Monaco et s'est clairement révélé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde sur cette période-là. De toute façon, il sera recruté ensuite par Liverpool, 45 millions d'euros. Qui en fera de lui un milieu titulaire et forcément un champion d'Europe très très rapidement ensuite en gagnant la Ligue des Champions. Un joueur qui était arrivé du coup dès 2013 mais en prêt pendant 2 ans de Rio Ave. Il faudra attendre 2 ans pour qu'on lève l'option d'achat et du coup qu'on le recrute pour seulement 6 millions d'euros pour un joueur qui était tellement beau, tellement bon surtout. C'est vraiment très très bien acheté et très très bien vendu aussi, même si on pourrait se dire que ça valait peut-être largement plus que 45 millions d'euros quand on voit le niveau de jeu qu'il affiche actuellement. Le seul petit regret qu'on pourra avoir, c'est qu'il a eu très très peu de sélections dans l'équipe du Brésil, assez boudé par la sélection à ce moment-là. Il en a actuellement que 12, alors que ça reste un milieu de terrain extraordinaire. Il y en a 4 qui sont sous le maillot monégasque. Sur le début, même pas sur sa meilleure des périodes, parce que même pendant qu'on est champion de France et la saison d'après, il n'a pas de sélection, il n'est pas appelé. Ce qui est assez triste. Il sera rappelé juste après quand on l'a vendu et qu'il signe à Liverpool. Là, il sera rappelé. Donc, on pourra se demander s'il n'y avait pas un souci avec Monaco sur cette période-là. En tout cas, voilà ce qu'il en est du coup des milieux de terrain récupérateurs
et défensif. Donc votre choix du coup a été de prendre Fabinho et Moutinho comme titulaires. Donc on pourra les retrouver dans le 11 des joueurs que vous avez déjà sélectionnés. Donc ils rejoignent du coup Mendy, Glick et Subasic qui sont eux aussi champions de France. Mais du coup, Carvalho et Aguilar se sont incrustés pour venir prendre des places de titulaires. On retrouvera du coup sur le banc Bakayoko et Toulalan. Voilà, qui forment déjà un bon petit groupe. Il ne reste plus beaucoup de place à prendre, plus que 4 donc, sur les joueurs offensifs. Et du coup, ce sera le thème de l'émission de demain, du coup, à la même heure, voire peut-être un peu plus tôt. Il faut, je n'ai pas encore décidé. En tout cas, je vous préviendrai bien sûr sur les réseaux sociaux pour parler du coup des mi-offensifs et un peu des ailiers, pour voir qui c'est qui va intégrer notre 11 et bien sûr les deux remplaçants. Là aussi, je vous dis, les places vont se vendre très cher parce qu'on a eu de très très grands joueurs, même certains qui n'ont pas joué très longtemps mais qui ont leur mot à dire. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'avoir voté aussi nombreux, d'être aussi nombreux aussi à regarder les vidéos que j'ai fait, ça fait plaisir. Tous les nombreux abonnés aussi que j'ai pu avoir depuis que j'ai lancé ces petites vidéos, ça fait plaisir que ce soit sur Twitch ou même sur YouTube. Merci à vous, en tout cas ça fait plaisir, ça donne envie de continuer ce genre d'exercice et de travail qui est assez long à faire. Voilà, et ben en tout cas merci à vous et à très vite.